Bonsoir et bienvenue dans Ça fait l'actualité. La tension est montée d'un cran entre les États-Unis et l'Iran ces derniers jours, avec des inquiétudes croissantes autour de l'approvisionnement mondial en pétrole. Au cœur des préoccupations, le détroit d'Ormuz, un passage stratégique par lequel transite une part importante du pétrole mondial. Une escalade dans cette région pourrait-elle provoquer une flambée des prix du baril et affecter les économies, notamment sur le continent africain? Une question à laquelle nous tenterons d'apporter une réponse dans votre émission Ça fait l'actualité. Afin de planter le décor de ce plateau, je vous invite à suivre ce sujet de Davis Soyo qui revient sur les récentes tensions militaires entre l'Iran d'un côté, les États-Unis et Israël de l'autre, l'importance du Golfe, l'impact sur les marchés pétroliers et les inquiétudes économiques ne sont pas à reste. Reportage. Des navires attaqués dans le détroit d'Ormuz. Nous sommes au 7e jour de guerre entre la coalition USA-Israël et l'Iran. Le détroit d'Ormuz, un couloir maritime stratégique par lequel transitent 20% du pétrole et du gaz mondial. Cet espace extrêmement pourvu en hydrocarbures est touché par les affrontements entre Iraniens et la coalition israélo-américaine. Les gardiens de la révolution ont décidé de frapper tous les navires qui franchissent cette partie du golfe Persique. Conséquence, le détroit se vide peu à peu. Plus de 3200 navires sont en arrêt. Cette ligne maritime est le principal axe d'approvisionnement en pétrole et gaz des pays du continent asiatique et d'Afrique de l'Est. Le blocage de cet axe stratégique cause déjà des répercussions sur le prix des hydrocarbures. Le prix du pétrole brut connaît une hausse de 15% depuis ce week-end. Et le prix du gaz monte en flèche en Europe, surtout celui du gaz liquéfié. La perturbation du trafic provoque également des retards de livraison et déstabilise petit à petit l'économie mondiale. Selon les experts, ces effets pourraient s'accentuer davantage si la guerre perdure. Merci à Davis Oyo pour ces éléments de contexte. Serge Parfait Dioman, merci également à vous d'être avec nous. Vous êtes expert en industrie pétrolière. Vous venez de suivre ce sujet. Réaction dans un premier temps. C'est déjà une situation préoccupante parce qu'il n'y aura pas seulement que le Moyen-Orient qui sera affecté, le reste du monde, y compris l'Afrique. Alors, depuis maintenant une semaine, on va dire, la tension entre les États-Unis et l'Iran s'intensifie de jour en jour. En quoi est-ce que cette crise préoccupe-t-elle particulièrement le marché mondial du pétrole ? Bon, le marché mondial du pétrole est basé sur une tarification du brut de référence. Et dans le brut de référence, bien sûr qu'il y a les coûts qui ont permis de faire la production, mais il y a aussi une grande part de coûts qui sont liés à la spéculation sur la sécurité. Donc, notamment quand nous avons des événements conflictuels comme ce que nous vivons aujourd'hui, nous avons des guerres, immédiatement les cours du baril s'envolent. Ils s'envolent pourquoi? Ils s'envolent parce que l'armateur qui va vous vendre le pétrole brut est obligé de jouer sur cette incertitude. Parce que bien sûr, vous allez passer commande, mais lui, il ne sait pas dans quelles conditions il va vous les livrer et ces conditions s'avèrent être difficiles. Du coup, il met une marge supplémentaire qu'on appelle la marge de la prime de risque. Et cette prime de risque-là, c'est celle-là qui fait vraiment envoler les cours du baril. Et aujourd'hui, nous sommes quasiment à 92 $ le baril, alors que nous étions à peine à 70 $ il y a une semaine. Et là, vous voyez que nous avons pris près de 20 $ en termes de prime de risque qui fait monter tout ça. Alors, l'armateur se sent-il forcément dans l'obligation de monter les coûts face à ce genre de situation? Et il est obligé, parce que ça fait partie du business pétrolier. Il y a les armateurs et nous avons aussi les traders. Donc l'armateur, en fait, qu'est-ce qu'il a? Il sait que dans une zone où il va passer son navire pour aller vous livrer du pétrole, il peut être bombardé. Donc du coup, la prime d'assurance à laquelle il souscrit pour vous livrer votre pétrole, cette prime lui est déjà imposée. Et nous l'avons vécu récemment de l'ordre de entre 112 et 115%, ça peut s'appliquer. Donc lui, il est obligé de répercuter. Il n'a pas le choix. Et ensuite, le producteur, les traders eux-mêmes, c'est eux qui jouent sur la prime de risque.
Alors là, on parle du Proche-Orient. Dites-nous, pourquoi est-ce que cette zone reste une zone stratégique pour l'approvisionnement en pétrole, surtout pour la majeure partie du monde entier? Bon, déjà, la majeure partie du monde entier, on sait que la grande production de pétrole vient de cette partie. Bon, à part les États-Unis qui sont les premiers producteurs mondiaux du pétrole, mais parce qu'ils ont d'autres types de formulations de pétrole, comme le pétrole de schiste, le pétrole bitumineux, tout ça. Mais le pétrole conventionnel que nous connaissons est majoritairement regroupé dans cette partie du monde, notamment dans le Golfe Persique, avec des pays leaders comme l'Arabie Saoudite. Et il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi le gaz, avec le Qatar qui se situe dans cette zone. Mais il se trouve que tous ces pays qui produisent sont dans un golfe, le Golfe Persique. C'est quand même une petite mare où tout le monde y est. Et il faut sortir par un détroit, le détroit d'Ormuz. Il faut sortir par le détroit d'Ormuz et c'est là où tout le problème se passe. On peut bien produire, mais si on ne peut pas sortir par le détroit d'Ormuz, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. C'est une largeur de 50 km de côte à côte, c'est-à-dire de Oman à l'Iran, la côte iranienne, 50 km, mais la partie navigable en elle-même, elle est petite, elle est de juste 10 km. Une toute petite sortie. Toute petite sortie de 10 km, donc on peut dire que c'est vraiment 10 km, très étroit. Aujourd'hui, ça fait que nous avons plein de navires, près de 3200 navires pétroliers bloqués là. Nous avons près de 20 000 hommes de mer, des collègues à moi que j'appelle régulièrement, parce que j'ai navigué sur ce détroit d'Ormuz, dont je le connais très bien. Je sais les enjeux qu'il y a là. Et aussi sur ceux qui doivent, les passagers qui sont dans des bateaux de plaisance et tout ça, eux aussi, ils sont bloqués. Donc c'est vraiment non seulement un drame économique, un drame humanitaire, aussi un drame économique. On va en venir. Hein. Voilà. Alors on parle beaucoup du détroit, justement de ce détroit d'Ormuz depuis quelques jours. Ce passage maritime est-il si crucial pour le commerce du pétrole, comme vous venez de le dire? Oui, parce que nous avons deux manières de voir l'importance de ce détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est un détroit d'où va transiter essentiellement du pétrole et aussi beaucoup de gaz venant du Qatar pour alimenter des pays leaders comme l'Inde, la Chine et le Japon. Ceux-là qui nous alimentent en biens et services. Des pays qui dépendent essentiellement du gaz venant. Surtout en et donc pour l'énergie, voilà. Période d'hiver, on a passé la période d'hiver, les prix étaient déjà hauts chez eux, et ensuite on rentre maintenant dans une période que nous vivons, qui nous est imposée. Et du coup, quand ils n'arrivent pas à recevoir suffisamment de gaz, ils vont répercuter cela immédiatement sur le prix de l'électricité, de leurs usines. Et comme ce sont les usines qui fabriquent tout ce que nous recevons ici comme biens et services directement, tout cela sera reporté sur l'économie. Mais en termes de coûts pétroliers, ça crée forcément une hausse vertigineuse que nous constatons aujourd'hui sur les coûts. Et donc, les marchés aujourd'hui ne sont pas libres. Hein. Même si aujourd'hui vous produisez votre pétrole brut dans votre pays, vous êtes obligé de l'indexer sur une place de marché. On n'a pas de place des marchés africaines, donc on est souvent indexé sur les places des marchés du Brent au niveau de la mer du Nord. Et puis WTI, on n'a pas accès. À WTI, on n'a pas accès parce que ça, c'est côté États-Unis, mais principalement vers le Brent marché du Nord. Donc, une fois qu'il y a une hausse qui se passe sur le marché, immédiatement, nous sommes impactés aussi en termes de hausse. Et donc, le monde entier se retrouve impacté de facto par cette situation, on va dire. Oui, cette situation nous est imposée et on ne peut que observer parce que nous n'avons pas la main. Nous n'avons pas la main. Alors, le conflit, au début, quand il éclate, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il se déporte sur ce plan, en ce qui concerne le pétrole et le gaz, notamment en ce qui concerne le passage, le détroit d'Ormuz. Est-ce que l'Iran dispose réellement de moyens pour bloquer effectivement ce passage-là qui puisse perturber le trafic à ce niveau? Bon, déjà, pour ce qui est des effets sur la hausse des cours des produits pétroliers, et pas que les produits pétroliers, parce que c'est une région très intéressant du point de vue business industriel, beaucoup de commerce dans ces zones, même pour les produits pétroliers, on pouvait s'attendre à cela. Mais maintenant, est-ce que l'Iran allait bloquer le détroit d'Ormuz? Les moyens de bloquer ce déjà, les moyens durablement. Voilà, durablement. Aujourd'hui, ça fait peur en fait. Ça fait peur parce que les premiers
navires pétroliers, tankers, qui ont essayé de s'aventurer dans cette zone ont été sabordés par l'Iran. Et donc, du coup, les autres sont bloqués dans le golfe Persique. Ils ne peuvent pas sortir. Donc, on peut dire que c'est surprenant parce que durant la guerre Iran-Irak qui a duré de 1980 à 1988, il y a eu quand même des difficultés. Ils se sont sabordés dans le golfe Persique lui-même, c'est-à-dire à l'intérieur de la mare. Mais le détroit d'Ormuz était resté ouvert à la navigation. Donc c'est vraiment une grande première à laquelle on assiste. C'est pour cela que les réactions pour pouvoir enlever ce verrou sont un peu difficiles. On ne peut pas dire qu'on improvise, mais c'est difficile parce que les gens ne s'y attendaient pas que l'Iran irait jusqu'à là. C'est ça. Voilà. Alors, selon certains experts qu'on écoute depuis le début de ce conflit, il revient généralement le fait que l'Iran pourrait s'asphyxier elle-même. Bien sûr, parce que l'Iran, c'est quand même 3,1 millions de barils de pétrole par jour. Hein, et l'Iran également utilise cette voie. Il n'a pas d'autre voie. Parce que vous avez de l'autre côté, vous avez l'Irak avec qui il est en difficulté. Donc l'Iran même est utilisateur de cette voie. Donc l'Iran s'asphyxie de ce fait. Et bon, on peut dire c'est regrettable qu'on arrive là, et que les répercussions, au-delà de ce golfe Persique, touchent le golfe d'Oman et ensuite se répand sur l'ensemble du monde entier. Sur la population iranienne également, de facto. Alors, dites-nous à présent, pendant combien de temps ces grandes puissances énergétiques-là peuvent amortir ce blocus-là en ce qui concerne leur approvisionnement ? En termes d'approvisionnement, il faut reconnaître que la plupart des grandes puissances ont des réserves, ont des stocks. Mais ces stocks sont de l'ordre de quelques mois, c'est-à-dire quelques mois. Donc on peut dire qu'ils peuvent jouer sur ça. Mais les prix ne dépendent pas des réserves que vous avez faites, comme je suis en train de dire. Les prix dépendent du marché. Même si vous avez des réserves, vous allez les utiliser au prix que vous avez acheté. Même quand on a un bon stock, on est obligé de s'adapter au marché. Quand vous avez un bon stock, vous allez l'utiliser. Mais pendant que vous l'utilisez, vous devez penser à vous approvisionner. C'est ça. Parce que le marché aujourd'hui était dans une tendance qu'on appelle une tendance backwardation. Backwardation, c'est-à-dire que les prévisions... Ça signifie, le backwardation, c'est le fait que quand on regarde l'évolution des prix à terme dans le futur, on voit qu'on aura une tendance à la baisse. Donc la tendance était à la baisse. C'est-à-dire quelqu'un qui est aujourd'hui au mois de mars, qui veut acheter du pétrole au mois de juin, quand il regarde la tendance, le prix allait être à la baisse. Mais du coup, en moins d'une semaine, on est passé au phénomène inverse qu'on appelle le contango. C'est-à-dire que le prix s'est inversé. Donc au mois de mars, quand on regarde les projections d'achat du pétrole brut vers juin et juillet, on voit que tout est parti à la hausse. Et là, aujourd'hui, quand vous voulez acheter du pétrole, vous avez deux solutions. Vous dites aujourd'hui, le pétrole coûte aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, $92. Okay. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais mes stocks en achetant $92 pour éviter que ça atteigne $115. Vous voyez, vous pouvez anticiper. Mais c'est un risque. Si vous achetez à $92 et que demain, qu'on vous livre en juillet, et si par exemple demain, la situation revient en backwardation et que le baril tombe à $70, vous êtes obligé de payer les $22 de plus parce que vous avez déjà conclu un marché pour 22. Et là, c'est ce qui fait que les traders... C'est un manque à gagner. Hein. C'est un manque à gagner et les traders, ils ne se cassent pas la tête. Quand il y a ça, ils appliquent immédiatement la prime de risque. Et là, une fois que nous avons une hausse sur le pétrole brut, on a un autre marché que le marché des produits finis, gasoil, essence, qui n'est pas c'est complètement différent. Mais immédiatement, ces marchés subissent le coup. Alors, cette crise qui est en cours, est-ce qu'elle a déjà provoqué l'augmentation du baril sur les différents marchés? Oui, parce que nous sommes passés des $70 au début de la crise, juste avant la crise, un jour avant la crise, à $92 aujourd'hui. Ça, c'est sur le marché des produits bruts. Ensuite, sur le marché des produits finis, quand on parle des produits finis hydrocarbonés liquides, c'est-à-dire essence, gasoil et tout ça, qui est sur le marché ARA. Le marché ARA Anvers, Rotterdam, Amsterdam, sur ce marché-là, tout est parti à la hausse. C'est-à-dire que quand le pétrole brut, quand les prix montent, au niveau des produits finis, les prix montent immédiatement. Ça va monter immédiatement. Mais lorsque les coûts vont baisser sur le pétrole brut, au niveau des produits finis, puisque ce n'est pas le même marché, ils ne vont pas baisser.
Ils ne vont pas baisser les coûts. Et donc, on est parti pour une situation extrêmement compliquée que nous souhaitons qu'elle puisse se résoudre assez rapidement. Alors, dans l'histoire récente, est-ce que ce genre de crise géopolitique a déjà provoqué une hausse brutale des prix du pétrole? Ah oui, bien sûr, nous avons eu la crise ukrainienne, celle que nous avons connue récemment, mais la crise ukrainienne, c'était plus, on peut dire, une crise entre l'Ukraine et puis l'Europe, on peut dire. Quand je dis une crise entre, je ne veux pas dire que les deux étaient en belligérance, mais je veux dire qu'elle a beaucoup affecté l'Europe. Parce qu'il s'agissait du gaz qui devait venir de la Russie pour alimenter l'Europe. Et ce gaz venait difficilement. En arrivant difficilement, tous les biens et services encore, donc parce que comme on ne produit rien suffisamment, pas grand-chose de façon industrielle en Afrique, une fois que tous ces biens que nous attendons montent au niveau de l'Europe, nous subissons le coût. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons déjà connu avec l'Ukraine. Alors que là, c'est différent. Ce n'est pas un face-à-face Russie-Europe, mais là, nous sommes dans un endroit du monde qui alimente, on peut dire, le monde entier. Le monde entier. Toute la planète. Oui. Par la qualité du pétrole brut qu'il y a, par la qualité du gaz naturel qu'il y a, par la qualité des condensats qu'il y a. J'étais dans cette région, j'ai travaillé, je sais exactement ce qu'on a en termes de justement, qualité. Pour parler de la qualité du pétrole, du gaz dans cette région du monde, pourquoi cette spécificité? En quoi est-ce que le pétrole et le gaz de cette partie du monde est-il différent des autres qu'on découvre ailleurs? Voilà, parce qu'un pétrole, plus il est léger, il est facile à raffiner pour avoir les produits finis. Et donc, plus il est léger, il est de qualité. Moins il contient de soufre, moins il contient de poison, il se vend mieux sur le marché. Donc, quelqu'un qui doit acheter, par exemple, du pétrole brut pour du raffinage, économiquement pour lui, quand il fait son calcul de crack spread, comme on dit, c'est-à-dire ce qu'il gagne là-dessus, il va forcément aller vers quelqu'un qui l'approvisionne en du pétrole brut essentiellement léger, sauf s'il veut faire, par exemple, du pétrole, une raffinerie à bitume, comme par exemple le cas de la SMB. La SMB, c'est la deuxième raffinerie de la Côte d'Ivoire, mais qui est essentiellement une raffinerie à bitume. Parce que quand on compte les gens, bon, tout est dans la même enceinte. Vous avez la CIR qui est dans la même enceinte, mais vous avez la SMB qui est une raffinerie à bitume. Et donc celle-là, c'est une raffinerie qui va prendre des bruts qui vont donner du bitume. Ça n'a rien à voir. Mais les autres, toute la grande tendance, c'est cela que le brut qui est aux États-Unis, le WTI, le West Texas Intermediate, celui-là, il est aussi prisé aux États-Unis, mais ils le gardent là-bas parce qu'il est léger, il n'a pas de soufre, il se vend bien parce que... Est-ce dû à la forte chaleur qu'on observe dans cette partie du monde? Non, c'est pas lié à cela, parce que la chaleur reste superficielle au-dessus. La chaleur reste là. Au niveau des profondeurs géoterrestres, lorsqu'on a un autre gradient de température. Ce que l'on va observer, on va avoir du pétrole brut plus ou moins léger, ou plus ou moins lourd, ou plus ou moins avec du gaz, en fonction de la profondeur à laquelle nous allons percer. Lorsque nous ne perçons pas trop profondément, on va avoir tendance à avoir du pétrole brut qui est encore un peu plus lourd, un peu plus bitumineux. Mais lorsqu'on va descendre vers les 4000 mètres, c'est-à-dire vers les 4000 mètres, là, la température augmente et il va s'opérer un certain craquage thermique qui va craquer certaines molécules. Et là, on va commencer à trouver du pétrole brut léger, on va commencer à trouver du condensat. Et quand on descend vers les 5000, on va trouver essentiellement du gaz. Donc plus on va descendre, plus le gradient thermique des strates géo vont augmenter et on va avoir du léger. Et plus on est en hauteur, on va avoir des matières un peu plus lourdes parce que la première phase de transformation, c'est celle du kérogène, pas le kérosène, le kérogène qui va ensuite décliner pour donner toutes ces différentes phases. Alors, c'est entendu. Dites-nous en présent quel serait l'impact d'un baril déjà très cher sur les économies dans un monde déjà fragilisé par toutes ces crises qu'on regarde. L'impact, il est à divers niveaux. Parce que le baril, quoi qu'on dise aujourd'hui, le monde entier, le pétrole, c'est quand même 70% de l'économie mondiale et en divers milieux. C'est-à-dire, pour les transports, on a besoin du pétrole. L'avion, on a besoin du pétrole aujourd'hui. Le gaz,
Il ne sait pas qu'à faire, ça fait de l'énergie propre aujourd'hui, dont le gaz est plébiscité aujourd'hui. Et c'est dommage parce qu'il y a des grands pays qui voulaient sortir du charbon en termes de production d'électricité pour aller vers le gaz. Ils sont en projet, hein, j'en connais qui est en projet. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, quand un pays peut décider à lui tout seul de créer un blocus sur le gaz, ça effraie tout le monde. Donc, ces conséquences sont dans ces différents ordres économiques, tout ce qu'il y a, énergétique, c'est vraiment assez lourd à porter. Alors, le continent africain doit-il craindre la hausse des coûts? Ah oui, bien sûr. Le continent africain doit craindre parce que, c'est comme j'ai dit, on n'a pas de place des marchés. On n'a pas de place des marchés. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne le business pétrolier. Parce que beaucoup parlent, mais il faut comprendre. Et moi, je suis heureux parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on parle, grâce à la RTI et plusieurs autres chaînes, aujourd'hui, on nous donne l'occasion, les experts, de parler du pétrole. C'est ça. Donc, les gens commencent à s'intéresser, à comprendre, parce que le pays devient un pays pétrolier. Donc, pour revenir à votre question, les Africains doivent s'inquiéter parce qu'on n'a pas de place des marchés. C'est-à-dire que même si moi, supposons que, par exemple, le Togo a du pétrole, et que moi, je vais acheter le pétrole du Togo, je dois l'acheter suivant la référence qui est citée sur une place de marché. Je ne peux pas dire on s'arrange entre nous, à moins que ce soit du processing. Mais sinon, on ne peut pas dire qu'on s'arrange entre nous. Donc l'Afrique, aujourd'hui, va acheter son pétrole de plus en plus cher, en fonction des conditions de place du marché. Maintenant, quand il s'agit des intrants, parce qu'il n'y a pas que le pétrole brut quand on est dans une raffinerie, hein, il y a le coût des intrants. C'est-à-dire les produits chimiques qu'on va utiliser pour faire le raffinage, tout cela, ça part à la hausse. Maintenant, à quelle hauteur chaque gouvernement s'arrangera pour ajuster, pour faire de l'ajustement, c'est à voir. Alors, quelles pourraient être les conséquences pour un pays comme la Côte d'Ivoire sur le coût de la vie et du carburant? Déjà, au niveau du carburant, c'est la DGH. C'est-à-dire, je ne suis pas fondé pour... C'est la DGH qui a le secret de pouvoir voir à quelle hauteur, comment ajuster, comment réguler cette partie. Vous voyez. Mais en dehors des prix du carburant, comme j'ai dit, tous les autres biens et services vont monter. Par exemple, dans les bâtiments, ceux qui font les bâtiments. Le prix du fer va monter si vous importez. Parce que vous venez, les navires. Ce n'est pas seulement le coût des navires pétroliers qui va augmenter. Tous les navires vont augmenter parce qu'ils utilisent du carburant. Donc, tout ce que vous allez importer aujourd'hui, tout va monter. Donc, le coût de la vie va monter, pas forcément parce qu'on a monté le prix du carburant, mais tous nos biens, et c'est ce que nous disons, c'est ce que le chef de l'État avait dit, l'industrialisation de la Côte d'Ivoire qui en marche, c'est essentiel. Tant que nous ne produisons pas suffisamment de biens et services en local, tout qui se passe à l'extérieur nous affecte. Alors, dernière question pour vous. Quelle pourrait être la posture que l'OPEP pourrait adopter face à cette situation de crise? Bon, déjà, l'Iran est 4e producteur de l'OPEP avec ses 3,1 millions de barils, dont c'était membre fondateur de l'OPEP également. Donc aujourd'hui, ce que nous constatons, la plupart des membres de l'OPEP sont ceux-là qui sont bombardés aujourd'hui par l'Iran. Donc l'Iran nous met, nous tous, dans une situation assez délicate. Parce que ceux qui pouvaient intervenir pour vous, vous les bombardez. Voici la situation que nous nous trouvons. Donc les réunions qui sont prévues incessamment, ce qu'on a entendu, ça sera maintenant l'OPEP qui rentrera en ligne de compte. Mais est-ce que quand vous avez déjà été bombardé par un pays producteur de pétrole comme vous, oui. Vous voyez, les marges ça devient un peu difficile. Mais nous observons et nous espérons que l'OPEP pourra faire quelque chose. L'OPEP pourra calmer ce jeu. Est-ce que les États-Unis, qui sont à la base de cette crise, pourraient utiliser leurs réserves de gaz et de pétrole mondial pour juguler un peu la situation? Il y a quelque chose qui se passe, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de place des marchés et de la qualité du gaz des États-Unis. C'est un gaz, non, du pétrole, c'est du pétrole de type, pas comme le Brent, hein, c'est du pétrole de type WTI, donc qui est assez léger et qui a des caractéristiques qui ne sont pas forcément exploitables ailleurs. Par exemple, si moi j'ai une raffinerie et que je vais utiliser du pétrole brut qui vient des États-Unis, c'est tellement léger que ma raffinerie est déjà construite. C'est pour ça que quand certains disent mais on a découvert du pétrole, et puis les carburants montent. Mais si votre raffinerie est déjà construite, il y a des ajustements qu'il faut faire, il y a des modernisations pour pouvoir utiliser votre pétrole.
On ne découvre pas le pétrole le dimanche et puis on commence à utiliser le pétrole le lundi. Et d'ailleurs, il faut faire attention aux mots qu'on dit. On dit découverte pétrolière. On découvre, ensuite on met tout un mécanisme de processing pour commencer à extraire le pétrole brut qu'il y a. Mais à peine on découvre, on commence à dire que gagne le citoyen lambda, que gagne le citoyen lambda. Donc il faut faire attention. Ce qui nous importe aujourd'hui et qui nous rend heureux, c'est qu'on remarque que depuis quelque temps, les Ivoiriens parlent pétrole. Et donc cette émission est vraiment la bienvenue et on aura chaque fois la disponibilité pour venir expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe sur le marché pétrolier. Et quand il y a des guerres qui se passent comme ça, il y a beaucoup de choses qui se disent. Évitez les réseaux sociaux à fake news, il faut les éviter. Suivez les bonnes informations, faites confiance à vos experts internationaux. Moi, quand je parle du détroit d'Ormuz, ce n'est pas un détroit que j'ai vu sur Internet. J'y étais et je le traverse. Donc, je sais de quoi je parle. Tous ces pays, je les connais. Donc, je ne dis pas que je suis le seul expert international, mais faisons confiance aux experts plutôt qu'aux réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous, Serge Parfait Dioman, pour votre analyse de qualité. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Voilà qui referme ce temps d'antenne. Ça fait l'actualité. Et moi, je vous dis à très vite sur RTIA.